Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Et quelques heures après, du coup, bon 2-3 heures après, j'ai vu que le mec, le hacker, avait lancé un scam, un live scam, un Bitcoin sur ma chaîne YouTube. Vous savez, les lives un peu... Michael Saylor recommande d'acheter du Bitcoin, je sais pas quoi. Et après, tu vois, sur le live, il y a un QR code chelou. T'as un mec en conférence qui parle et t'as plein de viewers, mais il y a personne qui écrit, tu vois. Les lives un peu scam comme ça. Donc j'ai vu que le mec, il avait fait ça, il avait changé ma bannière YouTube, il avait tout changé. Pour le coup, j'étais rassuré parce que j'avais déjà vu ce genre de hack. Et je me suis dit que du coup, bon, je pourrais entre guillemets prouver à YouTube enfin à Google que j'ai été hacké, etc. Et dans tous les cas, bah, au bout d'un moment, ils vont capter que c'est un scam, un live de scam, et ils vont bloquer ma chaîne et tout, tu vois. Donc j'étais rassuré, tu vois, sur le fait que ça soit un bot, un truc, tu sais, ce genre de hack fait à la chaîne pour toucher un max de personnes, tu vois. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le jugement d'un des développeurs de Samurai Wallet. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, l'affaire a fait grand bruit en avril 2024 lorsque 2 d'entre eux avaient été arrêtés suite à une accusation par la justice américaine de blanchiment d'argent à hauteur de 237 millions de dollars. Beaucoup de gens dans la crypto sont en total désaccord avec ce procès qui est perçu comme une injustice étant donné que Samurai Wallet avait pour vocation de protéger la vie privée de ses utilisateurs en mixant leurs bitcoins. Et sous cet angle, en ignorant tout le reste, on peut effectivement trouver la décision particulièrement injuste et dommageable pour les libertés des citoyens. Et en tant qu'ardent défenseur du droit à la vie privée, j'ai vraiment envie d'être d'accord. Cependant, on le sait depuis le début, les développeurs de Samurai Wallet étaient des branquignoles comme on en a rarement vu. Le condamné de cette semaine, Kion Rodriguez, vivait aux États-Unis. Et son identité en tant que développeur de Samurai était publique depuis des années, tout comme plusieurs de ses collègues. Leur système de mixage reposait sur un serveur centralisé, possédé par eux et situé aux États-Unis. Ils ont déclaré publiquement sur Twitter accueillir avec grand plaisir les oligarques russes qui voulaient passer à travers les sanctions états-uniennes. Et leur propre publicité indiquait qu'une partie de leurs utilisateurs provenait des divers marchés noirs qui sont la cible numéro 1 du gouvernement états-unien en matière de cybercrime. En conclusion, ils auraient eu nettement plus de chances de s'en tirer indemnes en distribuant du vin et du saucisson aux passants devant le quartier général des talibans. Il n'y avait absolument rien de surprenant à ce que Kion Rodriguez finisse condamné à 5 ans de prison. Et par ailleurs, j'aimerais vous parler de cas un petit peu plus particuliers parce qu'on a un procès contre la DeFi ici. On a eu un exploit de contrat DeFi pour l'équivalent de 25 millions de dollars en exploit sur Ethereum grâce à la DeFi. Donc ce procès est intéressant pour le coup parce que finalement ça a été annulé. Alors c'est pas vraiment annulé, on a eu un désaccord, donc voilà, pour le coup, le procès a été déclaré nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le juge, pour le coup, n'était pas en mesure de gérer l'affaire concrètement. Donc, il a mis fin au procès de James et Anton Perrier parce que, ils ont tenté de comprendre la DeFi, mais ils avaient juste trop de mal à y parvenir. Donc, évidemment, si la personne en charge de votre cas ne comprend pas la crypto, eh bien, ils ne peuvent pas vous juger. Donc, l'affaire est devenue émotionnellement éprouvante et ils n'arrivaient pas à un verdict impartial. La moitié des jurés ont fondu en larmes jeudi apparemment et certains avaient souffert de plusieurs nuits blanches pendant les 3 jours de délibération. En tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué aux jurés. Donc, les personnes impliquées dans ce procès, eh bien, n'y arrivent simplement pas. C'est juste un cas trop complexe. Ils ont essayé de comprendre la DeFi pour donner un verdict impartial, mais ça leur a causé trop d'anxiété et trop de stress. Donc, visiblement, pour rendre la crypto accessible à tout le monde, on a encore du travail. Ils n'arrivaient pas à dormir. Enfin bref, vous avez compris l'affaire. La DeFi traverse aujourd'hui une période particulièrement inquiétante et ce qui était au départ un simple hack pour un montant de 100 millions de dollars pourrait bien pousser l'ensemble de l'univers crypto vers un nouveau crash, vers un nouveau bear market. Depuis le 3 novembre 2025, l'effet domino de ce que l'on appelle désormais l'exploit Balancer ne cesse de s'étendre et chaque jour un nouveau stablecoin crash entraînant tout son écosystème et des milliers d'investisseurs dans la faillite. On parle désormais d'un impact systémique pour l'ensemble de l'univers crypto de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce qui inquiète les marchés et rappelle l'affaire Terra Luna et son stablecoin l'UST qui avait été alors l'un des déclencheurs du dernier bear market de 2020. Vous abordez également l'euro numérique et les stablecoins. Et vous avez proposé dans cette loi de
sortir, en tout cas, de ne pas considérer la fiscalité sur des paiements libellés en stablecoin, des stablecoins qui doivent être en euros, jusqu'à 200 € par jour. Concrètement, ça permettrait aux gens de payer leurs courses, payer leurs factures, avec des stablecoins sans considération de la fiscalité? En tout cas, ça serait un moyen d'échange moderne qui s'inscrit dans la chaîne aussi du Bitcoin, naturellement, hein, puisqu'il faut c'est un peu la relation entre une action et quand on a un PEA, par exemple, bon, vous avez les valeurs en action, puis vous avez les liquidités sur ce compte. Et c'est un peu la même différence qu'on aurait dans le PEA entre aujourd'hui une action classique et puis les liquidités sur un compte PEA, et là, le stablecoin et le Bitcoin. Donc oui, ça doit devenir un instrument d'échange commercial qui va se généraliser, qui va se banaliser et qui est garanti aussi parce qu'il offre une très grande sécurité. Et en parlant... Si on reprend les crypto-monnaies dont je vous ai parlé, hein, que ce soit Zcash, Decred, Zen, Monero, Firo et compagnie, en dehors du fait que peut-être elles avaient très peu de volume, elles ont quand même un point commun. Et un gros point commun, c'est l'aspect privacy, chacune avec des niveaux différents de privacy. Mais on remarque effectivement qu'il y a un petit emballement au niveau de ces crypto-monnaies-là. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas un travail du market maker qui fait monter les volumes. Ça, je pense que Makertronic l'a très bien expliqué et je suis totalement d'accord avec lui. Mais je pense que là, on est plus que sur de la simple manipulation de market makers qui font monter le volume pour éviter un listing, mais plutôt une narrative qui va peut-être s'essouffler, hein, bien entendu, mais une narrative où on remarque effectivement que du côté des privacy coins, on a effectivement un petit emballement qui se fait ressentir. Probablement de la part de certains investisseurs plutôt bien informés, hein, mais c'est vrai que ça reste à l'heure actuelle plutôt marquant de voir effectivement voilà, des crypto-monnaies. Surtout que c'est pas des petits pumps, vous voyez, c'est pas un petit 10-15% alors que le reste du marché est à 5%. Hein. C'est des hausses de plus 100% en quelques jours, alors que le reste du marché nous fait effectivement, lui, plus 5%. Et ça, c'est je trouve, extrêmement impactant, extrêmement parlant, quoi. Donc là, effectivement, niveau retail, et attention, on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais foncièrement, ça a été annoncé, donc ça a été vérifié. Là, c'est juste un compte, mais ça a été bien publié alors, sur son réseau social à lui, Truth Social, il me semble. Donc là, il a évoqué la possibilité, et bon, normalement, plus que la possibilité, normalement, il a dit que ça va se faire. Un dividend check, mais en gros, c'est l'équivalent d'un stimulus, ce qui avait été distribué sur 2020-2021, qui viendrait des tarifs en fait. Il dit, comme on a rentré plein d'argent avec les tarifs, avec les frais pour les importations, on va redistribuer 2000 € à chaque Américain, alors en excluant ceux qui gagnent beaucoup d'argent, donc, mais grosso modo, il pourrait y avoir voilà, un chèque de 2000 balles qui tombe, 2000 $, pour le retail américain, parce que là, pour le coup, c'est tout le monde qui aurait cet argent-là. Et pour le coup, cette distribution d'argent, durant le lockdown, c'est là qu'on a vu une très bonne all season, parce que les gens étaient chez eux et ils s'étaient intéressés à la crypto, et du coup, ils avaient investi au moins une partie là-dessus. Donc là, après, il y a la discussion au final de, ok, ça peut aider sur le... Si on exclut les plus riches, environ 70% des Américains seraient concernés, soit environ 182 millions de personnes. Et donc, selon le montant versé, on parlerait d'un plan compris entre 300 et 600 milliards de dollars. Entre 300 et 600 milliards de dollars. Et donc, il y a certains qui diront, oui, mais c'est beaucoup moins que les 1900 milliards de dollars du plan de 2021. Donc, ça n'aura pas le même impact. Eh ben, c'est un peu faux. Ça n'engage que moi, c'est un peu faux. Oui, c'est pas le même plan, mais c'est pas non plus négligeable. Ce que je veux dire, c'est que faut aussi regarder le contexte. Hein. En 2021, par exemple, le taux de chômage était de 14,9%. Les entreprises étaient au bord du gouffre. Et cet argent servait surtout à maintenir l'économie à flot. Aujourd'hui,
j'ai envie de dire que la situation, elle est différente. Le marché de l'emploi, oui, il y a quelques petites fragilités, mais par rapport à 2021, on compare à 2021. Il ne faut pas me dire, oui, mais il y a ça, il y a Amazon qui a annoncé des licenciements, il y a ci. Non, je parle de, si on compare à 2021, bah, le marché de l'emploi, il est solide. Comme je vous ai dit, 14,9% en période Covid. Donc, c'est pas la même situation. Le marché de l'emploi par rapport à 2021, il est encore solide. Et les gens aujourd'hui, bah, ils ont encore un revenu. Et s'ils reçoivent un chèque en plus, eh ben, ils pourraient être beaucoup plus enclins à l'investir, notamment dans des actifs comme les crypto-monnaies. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, bah, ils n'avaient pas de revenus. Du coup, à partir du moment où vous recevez de l'argent et que vous n'avez pas de revenus, votre priorité, c'est de remplir le frigo. C'est pas d'acheter du Dogecoin ou d'acheter je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement le lump sum? Et qu'est-ce que c'est exactement le DCA? Le lump sum, tout d'abord, ça consiste à investir une somme importante en une seule fois. Par exemple, lorsque tu reçois une prime, lorsque tu vends un bien ou lorsque tu as simplement une grosse épargne disponible, bah, tu décides de tout placer immédiatement sur les marchés. L'idée, c'est d'investir tout ton capital d'un coup sans attendre et de le laisser ensuite travailler sur la durée. C'est une approche qui est très directe, qui est souvent utilisée par les investisseurs qui ont une forte tolérance au risque et qui veulent profiter le plus tôt possible de la croissance potentielle du marché. À l'inverse, le DCA, pour Dollar Cost Averaging, c'est une stratégie beaucoup plus progressive. Au lieu d'investir une seule grosse somme, tu vas diviser ton investissement en plusieurs petites parts égales et les investir à intervalles réguliers, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. Peu importe le prix du marché à ce moment-là. Pour prendre un exemple, imaginons que tu voulais investir 1000 €, au lieu de tout mettre d'un coup, tu pourrais placer 100 € par mois pendant 10 mois. Certains le font même de manière automatique sans jamais se poser la question de savoir si le marché est haut ou bas. Et c'est précisément ça la force du DCA. Il supprime le stress du timing et t'oblige à rester régulier même quand le marché fait peur. Mais du coup, la grande question, c'est laquelle de ces deux stratégies qui est la plus intéressante? Est-ce qu'il vaut mieux investir tout d'un coup pour profiter immédiatement de la hausse des marchés ou alors étaler son investissement pour lisser son prix d'entrée et réduire le risque de se tromper de moment? Et surtout, laquelle est la plus efficace sur long terme? C'est ce qu'on va voir maintenant avec une étude qui fait référence dans le domaine et qui va peut-être te surprendre. Donc tout au long de cette vidéo, je vais me référer à un article publié par Morgan Stanley en 2023 qui compare justement ces deux stratégies, le lump sum investing et le dollar cost averaging. Dans cet article, les analystes ont étudié des centaines de scénarios de marché en testant différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, les portefeuilles mixtes pour mesurer la performance moyenne de chaque méthode sur le long terme. Et les résultats sont clairs. Le lump sum bat le DCA environ 2 fois sur 3, c'est-à-dire dans près de 70% des cas. Alors forcément, on pourrait se dire, bon, c'est réglé, le lump sum est meilleur, point final. Mais non, parce que dans la vraie vie, l'investissement, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi et surtout une affaire d'émotion et c'est là que Morgan Stanley le nuance très clairement. Si le lump sum gagne souvent sur le papier, le DCA, lui, gagne dans la vraie vie parce qu'il aide les investisseurs à tenir dans la durée. Quand tu investis tout d'un coup, tu t'exposes à un risque évident. Acheter juste avant une correction et voir ton portefeuille plonger de 10, 20 ou 30% en quelques semaines. Et ça, même si statistiquement tu finiras probablement par t'en remettre, psychologiquement, c'est très dur à encaisser. Donc beaucoup d'investisseurs abandonnent à ce moment-là, ils vendent, ils paniquent et passent à côté du rebond qui suit presque toujours. Le DCA, lui, permet d'éviter exactement ça. En investissant par étapes, tu lisses donc ton prix d'entrée dans le temps et tu réduis la pression mentale du bon moment pour acheter. Tu n'as plus besoin d'attendre la baisse parfaite, ni d'avoir peur de rater le train quand ça monte. Alors que les marchés financiers semblent naviguer en eau calme, des tensions souterraines s'accumulent au cœur du système bancaire américain. La Réserve fédérale, après des années d'expansion monétaire sans précédent, est engagée dans une manœuvre inverse tout aussi historique, le resserrement quantitatif. Et cette politique nécessaire pour combattre l'inflation pourrait bien être sur le point de s'achever prématurément. Pourquoi la Fed est-elle sur le point de faire volte-face et de relancer la planche à billets? Et si oui, est-ce que pour sauver les banques d'une crise de liquidité imminente ou pour une raison bien plus inquiétante, financer à bas coût un État américain surendetté? Le débat n'est plus confiné au cercle d'experts. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a lui-même reconnu récemment que certains signes ont commencé à émerger et les conditions de liquidité se resserrent progressivement. Sa déclaration, loin d'être anodine, fait écho à un phénomène observable dans les données. Les réserves bancaires détenues à la Fed sont passées sous le seuil symbolique des 3000 milliards de dollars. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut décortiquer la mécanique monétaire à l'œuvre et analyser les signaux souvent techniques
qui nous alerte sur la santé réelle du système financier. N'oublions pas non plus que ni jeudi ni vendredi, nous n'avons eu le moindre chiffre économique aux USA. Shutdown oblige, un shutdown qui bat des records de longévité tous les jours, qui passe avec un gouvernement qui vient de couper les aides alimentaires à 42 millions d'Américains. Un shutdown qui coûte toujours près de 15 milliards par jour. Et un shutdown qui ne devait avoir aucun impact sur l'économie au début, parce que l'économie allait récupérer dès que ce serait fini, mais un shutdown qui commence à inquiéter les analystes et autres économistes parce que ça dure et que ça pourrait durer encore. Pour le moment, l'aéronautique en prend plein la gueule par manque de contrôle aérien qui ne veut pas bosser gratuitement et on parle de 5000 annulations de vols par jour. En résumé, lorsqu'on regarde la photo finish de cette semaine, on n'a jamais réussi à trouver une vraie direction. On a changé d'avis toutes les 3 minutes sur la direction à suivre. Et à chaque nouvelle, que ce soit sur l'IA ou sur l'écho, on a amené une nouvelle réflexion qui voulait dire tout et son contraire par rapport à ce qu'on savait déjà. BTC, quand on regarde sur le CME, la clôture qu'on a eue en weekly, 104 000, c'était pas énorme, c'était vraiment pas ce que l'on souhaitait, on voulait vraiment regagner les 107. On voit que la réaccélération de ce week-end est plutôt positive, on regagne les 106 000, c'est pas encore suffisant, il faut pousser encore, je vais vous donner les paliers tout à l'heure, mais on voit que on a bien, hop, si on dézoome un petit peu, sur le CME, maintenu le niveau des 50, maintenu aussi le niveau des 50 au niveau du RSI, donc le ratio de 50 sur le retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement weekly qu'on avait pu connaître, hop, ici, donc très belle réaction, on doit valider impérativement avec une accélération, et pareil au niveau du RSI, on voit que le palier de 50 a été respecté, qui est le palier systématiquement qui nous soutient pour repartir, où on voit un regain de momentum, même si on peut retravailler encore avant de pouvoir repartir, ça n'empêche que le momentum est en train de revenir, et c'est positif, même si on est sur une fin d'année où on sait que c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense que la date à retenir, ça va être certainement Thanksgiving, qui a toujours été une date palier, pivot, que ce soit dans des phases d'accélération ou dans des phases baissières, et c'est une date qu'il va falloir noter à un moment donné sur notre calendrier, à suivre de très près. À un moment donné, on sera obligé d'afficher, c'est-à-dire que même quelqu'un qui mettra une IA, légalement, on sera obligé de mettre que c'est une IA, parce que vu qu'on ne pourra plus faire la différence entre une vraie personne et une vidéo d'une IA, eh bien, il y aura l'obligation, et ça, c'est ce que je vous dis, c'est sûr, hein, c'est ce qui va arriver sur, surtout ça existe déjà à moitié, mais sur les plateformes les plus connues, TikTok, Instagram, YouTube, ils obligeront à mettre un sticker ou autre pour dire ceci est généré par l'IA. Ceci est un personnage d'IA. Donc il y a des gens qui n'accepteront pas, par exemple, de suivre les conseils de quelqu'un où c'est un robot, c'est une IA, et se disent ça se trouve c'est un enfant de 13 ans qui a configuré un bot d'apparence humaine et qui va comme ça commencer à donner des conseils de motivation. Donc si vous savez que c'est une IA qui vous donne des conseils, vous n'allez pas l'écouter. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.